Jérémy. Bonjour Greg. Alors donc tu représentes Up2Social et Lokita. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont ces deux entreprises et qu'est-ce qu'elles proposent? Bien sûr, alors Lokita est un webzine sur le monde du digital, les médias sociaux, les nouvelles technologies. D'accord. Et Up2Social est une agence de communication sur les médias sociaux. On est vraiment spécialisé là-dedans avec une forte valeur ajoutée sur la partie technique, notamment le social graph de Facebook, la page Twitter, la page YouTube. Et depuis aujourd'hui, alors ce que tu n'as pas vu parce que tu es sur le salon, d'ailleurs moi non plus j'ai pas pu te suivre, on a annoncé le lancement de notre premier produit qui est ouvert en bêta depuis cet après-midi. Et donc ce produit permet de relier un e-commerce par exemple avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est ça? Exactement. Alors en fait, la première chose qu'on a voulu faire, c'est permettre d'évangéliser un petit peu les médias sociaux. Donc on va gratuitement permettre à tous les e-commerçants d'intégrer l'ensemble des widgets de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Google+, sur leur site. Mais on va surtout leur permettre de mieux exploiter tout ça. Notre objectif, c'est pas de leur donner ces widgets, c'est au-delà de ces widgets de créer de l'engagement et de prouver aux e-commerçants que ça peut vraiment être utile et que les médias sociaux sont vraiment un apporteur de trafic, un générateur de vente. Voilà. D'ailleurs, tu m'as donné un exemple tout à l'heure avec une entreprise qui avait réussi à développer sa conversation en fait, sur Facebook en mettant en place un widget tel que tu le proposes. C'était quoi exactement ce système? Exactement. En fait, il y a beaucoup de systèmes maintenant qui apparaissent de plus en plus et notamment il y a eAdvice qu'on a vu sur le salon qui est une solution de chat qui, entre autres sur des sites e-commerce, qui propose une solution de chat sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Nous, on a été partenaire lors du lancement de eAdvice et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce soit sur les réseaux sociaux ou les e-marchands, humaniser la relation, c'est quelque chose de très bénéfique. Alors justement, on parle là de e-commerce, humaniser la relation. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur un site e-commerce pour augmenter la transformation? Est-ce que le chat, c'est vraiment utile pour tous les e-commerçants? Est-ce que c'est valable ou pas? Ton avis en tant que spécialiste? Alors très concrètement, mon avis, alors je fais un peu la pub d'eAdvice en disant ça, mais oui, c'est évident. Quand tu regardes les chiffres de leurs clients et quand tu regardes l'appréciation que les internautes en font, c'est-à-dire que le client final fait d'une marque qui va répondre directement à ses questions et non pas sur une page, effectivement, c'est assez probant. De la même façon, aujourd'hui, on n'imaginerait pas aller dans un magasin et se servir tout seul. Ou en tout cas, quand on a une question... Dans leur discount, oui, mais pas dans un magasin où tu as de la valeur ajoutée, où tu as des produits, des conseils. Et puis même dans des grandes entreprises qui font de la vente. Aujourd'hui, quand vous allez chez Ikea, par exemple, quand vous ne trouvez pas votre carton, vous êtes bien content qu'il y ait quelqu'un pour vous aider à le trouver. Donc, même chez des hard discounters, il y a toujours un moment où l'humanisation de la relation est importante. Le commerce ou le e-commerce répondent aux mêmes règles, aux mêmes besoins des gens d'avoir des réponses à leurs questions avant de sortir leur carton. Voilà. Alors donc il y a ça, là, avoir un chat, ça permet d'humaniser, de discuter, de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'il faut rajouter au site ou qui font la différence et qui permettent d'améliorer la conversion d'un site web? Alors il y a beaucoup de choses en fait. Être un e-commerçant, c'est... être commerçant déjà. Être commerçant, c'est un peu être Shiva. C'est-à-dire c'est avoir plein de bras partout et faire beaucoup de choses. Il va falloir s'occuper de son référencement, il va falloir s'occuper de son design, de son ergonomie, d'une belle mise en avant de ses produits, donc de belles photos. Il y a beaucoup de choses pour être un bon e-commerçant et pour avoir un bon taux de transformation. On ne peut pas se dire j'ai de belles photos mais j'ai pas un joli site. Donc il y a un ensemble de choses qui fait que c'est cet amoncellement de détails qui fait qu'un site va au final avoir un bon taux de transformation. Au-delà de ça, évidemment, il y a des règles qui sont basiques et qu'il faut suivre. Avoir un paiement sécurisé et afficher clairement la sécurisation, avoir une inscription qui est facile, avoir une navigation qui est facile, avoir une bonne ergonomie globalement sur le site, avoir des tarifs, notamment sur les frais de livraison, qui soient attractifs, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui ne fassent pas fuir le client. Parce qu'on sait que, sur la plupart des sites e-commerce, ce qui fait fuir un client, c'est le montant des frais de port. Justement, il y a eu tout un débat, il y a pas longtemps, j'ai lu encore un article sur les frais de port gratuits, faut-il les faire, à partir de quel montant? Généralement, on conseille de faire un tout petit peu en dessous du montant du panier moyen. Est-ce que tu es d'accord sur cet avis-là? Par exemple, je fais un panier moyen de 50 €, et ben j'offre les frais de port à 45 €. Très clairement, pour le client final, c'est un atout. Payer moins cher ou ne pas payer ses frais de port, ça lui permet de se dire qu'il a fait une économie sur Internet parce que généralement on a de bons prix sur Internet et qu'il n'a pas de surplus parce qu'il ne paye pas de frais de port. L'inconvénient évidemment c'est que ça mange sur la marge du commerçant, donc il y a bien un moment où il va falloir rembourser cette marge perdue, que ce soit sur la deuxième commande, sur le... enfin peu importe. Il y a bien un moment où le gratuit se paye entre guillemets, c'est jamais un vrai cadeau. Maintenant la question du frais de port est un petit peu différente pour moi. Aujourd'hui on a beaucoup de e-marchands qui vendent à perte sur les frais de port, donc ils vendent moins cher que ce que ça leur coûte,
parce qu'en France, le marché est comme ça. En France, quand on voit des frais de port à 7 euros, à peu de choses près, c'est ce qu'un e-marchand va payer pour un colis de moins de 2 kg, enfin 6,90 €, c'est trop cher. Parce que la Fnac les fait à 3 €, parce que c'est discount les offres dans certains cas. Amazon les offre, dans beaucoup de cas. Amazon les offre, mais il y a des business qui se sont montés avec ça comme premier argument. Une marque comme Esprit par exemple, qui vend en ligne, elle offre les frais de port de l'ensemble de ses commandes alors que d'autres concurrents ne le font pas. C'est un argument de vente aujourd'hui parce que c'est le premier point. La question, c'est plus une question financière. Est-ce que vous avez les moyens d'absorber ce coût-là? Et si c'est le cas, faites-le, mais faites en sorte de capitaliser, de faire revenir vos clients. Pas d'offrir aussi pour une commande de moins de 10 €, parce qu'il y a autant de frais de port que de produits en chiffre d'affaires. Bien sûr. C'est pas rentable. Si vous perdez de l'argent sur une commande, autant pas permettre cette commande. Ça sert strictement à rien. Maintenant, sur le fond, si vous faites un cadeau à un client, faites en sorte que ce cadeau soit de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'il revient passer une deuxième, une troisième, une quatrième commande. Plus un client va être fidèle, plus il va être rentable pour vous. Le coût d'acquisition de la première commande et de la deuxième commande n'est pas le même du tout. Donc évidemment, il y a un travail sur le temps, j'ai envie de dire, sur la longueur à effectuer quand on est un e-marchand. Malheureusement, les e-marchands, les petits e-marchands ne se rendent pas forcément compte que c'est sur le vendre, faire du chiffre, et ils se rendent compte qu'au final, ils perdent de l'argent tous les mois, et plus ils vendent, plus ils perdent. C'est ça, et puis surtout, moi j'ai vu beaucoup de e-marchands qui consacrent de l'argent à l'acquisition de trafic, donc à leur première commande, mais qui en consacrent très peu, voire pas, à fidéliser leurs clients. J'ai notamment là, sur le salon rencontré un e-marchand qui a réussi à obtenir une grosse base client, plus de 100 000 clients sur 5 ans, c'est pas trop mal, mais qui fait pas de newsletter. Il n'a pas de promo, pas de newsletter. Il n'a aucune promo. Les clients ils reviennent comment alors? Et bien soit ils reviennent par un pôle opération du Saint-Esprit, soit ils repayent parce qu'il va être retrouvé sur AdWords. Mais donc en fait, on s'est rendu compte en discutant, je me suis rendu compte en discutant avec lui qu'il paye systématiquement pour la com. Et ça c'est très dommage parce que ça flingue clairement sa rentabilité. S'il faisait des petites opérations et notamment une newsletter de temps en temps, je parle pas tous les matins. Trimestriel, une mensuelle, mais déjà le fait de le faire, ça serait déjà mieux que le capital client, il faut l'optimiser. Je ne sais plus combien le coût d'acquisition, ça dépend du site, mais on arrive des coûts d'acquisition minimum de 10, 15, 20 € pour certains, pour des petits sites. Si on paye 15, 20 €, on ne va pas repayer encore, il faut vraiment capitaliser et rentabiliser cet achat. Globalement, il faut se dire que quand on fait un bon travail de fidélisation et un bon travail de recrutement sur la première commande, le coût de la première à la deuxième commande est divisé, enfin la deuxième commande est divisé par 10, entre 5 et 10 par rapport. Le coût d'acquisition ou le coût En fait, le coût de la deuxième commande est 5 à 10 fois inférieur au coût de la première commande. Voilà. Évidemment, je fais des. Oui, parce que la première fois, tu fais de l'AdWords, tu as un taux de déperdition, la deuxième fois, tu as déjà une base ciblée, donc tu lui dis de revenir, tu envoies juste un email. Et puis l'email coûte beaucoup moins cher, même si vous faites un email par semaine. C'est un template que tu utilises régulièrement, tu ne changes pas de A à Z. Exactement, quelqu'un qui va venir commander parce qu'il a reçu 12 emails au bout de 3 mois, va de toute façon vous coûter beaucoup moins cher que les 10 €, 15 €, 20 € d'AdWords que vous avez dépensé. Donc la fidélisation, c'est le cœur de la rentabilité d'un site e-commerce. Ça vient après le produit, évidemment, inutile de le dire, le produit est roi, mais la rentabilité passe très souvent par la fidélisation des clients. Et comment tu fais pour également fidéliser les clients? Alors je sais que tu utilisais beaucoup les médias sociaux, à part les médias sociaux parce qu'on va en faire une petite partie à la fin. C'est comment tu fais pour fidéliser à part les médias sociaux? C'est comment c'est avec l'image, avec la marque, c'est une communication dédiée régulière, c'est du ciblage, c'est la segmentation. Alors l'image de marque c'est pour moi une chose qui est très importante. Il n'y a pas forcément besoin de s'appeler Nike pour avoir une image de marque. Quand on est une petite entreprise, il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs de e-marchands, qui ont créé un petit marché, un marché de niche, mais qui ont une vraie identité. Je pense que c'est important. Et puis après, il y a des petites choses qui vont faire de la valeur ajoutée, même si c'est pas le produit. Par exemple, aller donner des conseils sur l'utilisation de vos produits. Un blog, quelque chose comme ça? Un blog ou des conseils personnalisés. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, en cuisine. Quand vous achetez des ustensiles de cuisine, vous allez recevoir des recettes, mais vous allez aussi recevoir la meilleure façon de les pérenniser dans le temps. Ou quand vous achetez une machine Nespresso, par exemple, je ne vais pas leur faire de pub, mais vous recevez un guide pour l'entretenir. Oui. Voilà. Et ça fait que vous devenez de plus en plus fidèle à une marque. On achète en fait autre chose qu'un produit, on achète du produit plus de service, du conseil, de l'aide, de l'assistance. Exactement. Aujourd'hui, le gros inconvénient du e-commerce, entre guillemets, c'est qu'il y a tellement de e-marchands qu'on trouve de tout et qu'on a forcément beaucoup de concurrents. Maintenant, si on fait le tri entre les bons concurrents, c'est-à-dire ceux qui ont un vrai service pour le client, ceux qui ont de vrais produits, de vrais prix, et le reste, c'est-à-dire le gros du panier, mine de rien, mais il en reste plus beaucoup. On se rend compte que aujourd'hui, on n'a pas encore, en tout cas le
fournir quelque chose de gratuit qui va apporter de la valeur à son produit in fine. Voilà. Mais c'est pourtant à chaque fois développer la fidélisation du service, un service client aussi qui doit être à la hauteur, c'est-à-dire qu'on doit appeler, qu'on doit être réactif, qu'on doit répondre par email dans les temps, etc. Le service client, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Le service client, c'est toujours quelque chose qui va, comme on disait au tout début, humaniser la relation, répondre au client, c'est essentiel si vous voulez qu'un client vous fasse confiance ou qu'un client revienne. Très souvent, on s'est rendu compte que le service client est en fait sollicité après la première commande. Ouais. Parce que, au-delà du produit qu'on ne connaît pas, il y a un problème, il y a une nouvelle utilisation, il y a des demandes, etc. C'est exactement ça. Il y a un client qui est satisfait parce qu'il a eu un bon contact, c'est un client qui va être fidèle et qui va revenir. Et qui va recommander. Donc ça, la fidélisation passe aussi par un bon service client, par, comme tu disais, répondre aux emails, répondre au téléphone. Oui, parce que si on répond pas, par exemple, dans les 48 ou 48 heures ou 72 heures, le client il va appeler au téléphone. C'est-à-dire que si on répond rapidement, on évite cet appel téléphonique qui coûte plus cher, qui est plus long à traiter, le client commence déjà à s'énerver, etc. Et puis on se rend compte aussi d'un phénomène qui est tout à fait classique, c'est que les internautes s'impatientent très vite. Oui. Ils ont commandé sur internet généralement pour aller vite parce que c'est pratique. Ils veulent que le service client corresponde aussi à ça. Qu'on leur réponde rapidement, qu'on leur réponde de façon pratique. C'est assez courant qu'un client renvoie un email 2 heures après parce qu'il n'a pas eu de réponse. Alors 2 heures c'est très court, c'est pas forcément justifié de la part du client, mais c'est un sentiment qu'on a très souvent chez les acheteurs, cette notion peut-être d'immédiateté, mais quasiment. Donc sur internet, le temps passe beaucoup plus rapidement, les gens se disent j'ai passé ma commande, j'ai eu la confirmation, ok il y a quelqu'un derrière, donc je veux avoir mes réponses. C'est exactement ça, et puis en plus quand on est dans le post-commande, c'est-à-dire quand on a passé une commande et qu'on a une question malgré tout sur cette commande, on est vraiment dans le cas où on est client. On a déjà payé, on n'a pas encore reçu le service, et on a une question, la notion d'insatisfaction elle vient très vite dans ces cas-là. C'est pas pareil que quand on a une question sur du service client, de l'avant-vente, et qu'on veut une information sur un produit ou l'aide pour choisir un produit. Par contre, dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que aider les clients à choisir le bon produit et répondre à leurs questions, ça augmentait largement les ventes. Et notamment, je refais de la pub pour Advice, j'ai pas d'action chez eux, mais on s'est rendu compte grâce aux chiffres qu'ils ont publiés, notamment aujourd'hui, avec quelques chiffres de Fnac.com, ça augmente sensiblement le taux d'achat. Donc là, on a parlé un petit peu des mécanismes de fidélisation, d'exploitation de la base client. On va parler maintenant de ton cœur de business, les médias sociaux. Donne quelques petits conseils, vous qui êtes une agence spécialisée là-dedans, qui connaissez par cœur Facebook, Twitter. Qu'est-ce que devrait faire une entreprise dans le B2B ou pas forcément, qui veut utiliser un levier comme les médias sociaux pour développer son business? Parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé, d'abord c'est le cœur de business, c'est recruter avec de l'AdWords, etc., sur du comparateur, de l'affiliation, mais pour mener une vraie relation, fidéliser ses clients, il faut une relation avec eux durable, donc les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire aujourd'hui? Alors en fait le B2B est très différent du B2C, et notamment dans l'approche des médias sociaux. Sur les médias sociaux, que ce soit du Twitter, du Facebook, du YouTube, on se rend compte qu'on est on est dans un système qui favorise énormément le B2C. Quand on est sur du B2B, déjà Facebook n'est pas forcément la meilleure plateforme, mais on va plus s'occuper du fond que de la forme. C'est-à-dire, on va plus s'occuper d'aller peut-être monter un blog, fournir des conseils, se positionner nous comme experts sur le sujet. Enfin, quand je dis nous, c'est l'entreprise. Oui, se positionner comme experts sur le sujet. Et à ce moment-là, en fait, gagner de la visibilité. Et quand je dis gagner de la visibilité, c'est à plusieurs niveaux. Vous allez, en créant du contenu, avoir non seulement de quoi communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, et ainsi de suite, mais vous allez aussi permettre aux gens de s'approprier votre contenu et de communiquer, d'avoir des échanges avec la marque, de savoir qu'il se passe des choses en fait. En fait, c'est tout à fait ça. Le fait de vous positionner comme expert fait que au moment où l'entreprise va avoir besoin de votre service, elle va naturellement venir vers vous. C'est juste une façon de se positionner et d'avoir de la visibilité. Le dernier aspect dont je vais parler, c'est que avoir un blog, créer du contenu, est quelque chose de très bien vu et largement favorisé, notamment par Google et par les différents moteurs de recherche. Donc un blog pour améliorer le référencement naturel d'un site internet marchand. Bien sûr. C'est un outil en fait en pilier. Un blog, mais même d'autres choses. On parlait tout à l'heure de services, notamment de conseils. C'est des choses qui font du contenu, qui sont un contenu riche. Une FAQ. Un lexique, un plan de site, ok, ça c'est un plan de site, c'est peut-être plus classique, mais en fait, tout ce qui est assez propre à votre activité et qui va intéresser in fine un lecteur qui est dans votre cible. Un potentiel acheteur. Exactement. Et on est dans cette règle-là, que ce soit du B2B ou du B2C.
Si vous vendez du service par exemple, vous allez très rarement vendre en ligne. Ouais. Vous n'allez pas, vous ne faites pas du conseil avec un paiement PayPal, c'est assez dur à vendre. En tout cas, félicitations si vous y arrivez. Il y a peu de gens qui disent ça. Il y a peu de gens qui essayent de toute façon. Ça, je vais essayer. Mais en tout cas, c'est plus facile si vous vous positionnez comme expert et que vous gagnez de la visibilité. C'est une vente en deux temps, vous montrez de l'expertise et ensuite convaincre. En fait, c'est exactement ça. Le fait de se positionner comme expert, ça va tout bêtement vous rendre crédible. Vous êtes déjà un fournisseur de contenu et vous êtes déjà... En fait, votre valeur ajoutée, elle est déjà là avant même que la personne soit cliente. Mais bien sûr, il faut avoir tous les mécanismes pour récupérer les coordonnées, livre blanc, ça peut être fan, bien entendu, ça peut être plein d'autres systèmes, des vidéos, des clubs privés également. On voit de plus en plus de clubs privés sortir avec des espaces VIP. D'ailleurs, j'avais un exemple il n'y a pas très longtemps d'une personne qui disait ok, j'ai remplacé mon livre blanc par en fait l'accès à un club privé avec des informations, des discussions, et il disait qu'il y avait certes moins d'inscriptions, mais il avait des inscriptions à meilleure valeur ajoutée qui transformaient beaucoup mieux. Mais il faut différencier bien la quantité de la qualité. Si vous avez une petite base mais qu'elle est hyper qualitative, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des grandes quantités. Tout le monde ne s'appelle pas Starbucks. Pour être rentable, on n'a pas besoin d'1,5 million de fans ou de 10 millions de fans, je ne sais pas combien ils en ont. On a juste besoin d'avoir une niche de clients qui a besoin de notre service. Et donc, la quantité n'est pas forcément hyper valorisable dans ces cas-là. Une petite base qui correspond exactement à votre cible et exactement à vos produits, en fait, c'est exactement ça dont vous avez besoin. Et quand vous faites du B2B, il ne faut pas espérer avoir 1 million de fans sur vos produits, voilà, sur Facebook. Même sur Twitter, c'est assez difficile. C'est-à-dire, tiens, un petit exemple. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de ce que tu as fait comme action avec des clients de tout social? Le dernier en date, c'est un client sur Face Minister qu'on a accompagné notamment sur ses relations blogueurs. Ils ont lancé toute une opération sur leur fanpage et d'ailleurs ça me fait plaisir de parler de ça parce que les relations blogueurs pour moi sont au cœur des nouvelles communications. Enfin, des nouveaux modes de communication. C'est les nouveaux journalistes? C'est les nouveaux journalistes. La question de la carte presse est beaucoup posée aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit en arrivant sur le salon. On m'a dit vous êtes blogueur, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de carte de presse, on s'en met plus. Mais on a accès à la même chose. Très concrètement, les relations blogueurs aujourd'hui, c'est une façon de toucher des nouveaux influents. Les blogueurs, je ne veux pas être trop généraliste, mais les blogs sectorisés qui fonctionnent bien ont beaucoup d'audience. Et si on parle de vous sur un blog qui est dans votre corps de métier, il y a de grandes chances que ça ait une forte influence sur votre trafic, que ça soit un vrai générateur de contacts. C'est un lien de qualité déjà qui permet après de mieux référencer le site web, etc. C'est exactement ça. Les blogueurs, en fait, les blogueurs ont fait la démarche dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont crédibles sur leur secteur. Donc ils sont déjà lus, déjà écoutés. Quand ils vont parler de vous, alors en bien ou en mal, c'est un peu le risque aussi, ils vont être écoutés par leur audience puisqu'elles les écoutaient déjà. Là, ils ont une crédibilité, une notoriété, on leur fait confiance. Voilà. Donc nous, clairement, les blogueurs, c'est... alors, on en fait partie sur le Kita, mais on travaille beaucoup avec eux. Tout bêtement parce que c'est des influents. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'envisager une communication sur un produit grand public ou B2B, c'est vrai pour les deux. Sans une action sur les influenceurs, les carrefours d'audience, les infos, il y a vraiment... Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Plus Social, justement, si on veut mettre en place une stratégie sur les médias sociaux, à qui on s'adresse, sur quel site on va? Vous allez sur optosocial.com. Alors, je crois que tu as une carte de visite là. Alors, j'ai une carte de visite avec un joli logo. Et même un code barre. Oui, alors, la carte de visite, je ne sais pas si vous... Oh, ça devrait aller. Voilà, et si vous arrivez à scanner le code, vous aurez même votre numéro de téléphone. Voilà, en fait, c'est ma carte de visite qui est dans le QR code. Tout bêtement, contactez-nous, on vous accompagnera avec plaisir, à la fois dans votre stratégie et à la fois dans la partie opérationnelle, en community management, dans les relations blogueurs, qui est nous quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, optosocial.com et en bonus. 2 livres blancs. Exactement, en bonus, on a 2 livres blancs gratuits qui sont téléchargeables sur le site. Et on a mis sur SlideShare une présentation de l'Open Graph parce qu'on s'est rendu compte que c'était très peu connu encore, l'Open Graph de Facebook. Donc qui est accessible directement sur SlideShare, Social, elle sortira sur